On ne demande rien d'autre que ce qui nous appartient. On ne demande rien d'autre que le pouvoir sur nos propres vies. Et chaque être humain le mérite par sa dignité et par ses droits en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des citoyens et des citoyennes. Nous avons tous le droit de contrôler nos vies et de décider pour nous-mêmes. Tout diagnostic ou étiquette qui nous enlève nos droits est contre un principe de base et nous devons y résister. L'appropriation du pouvoir, c'est pas une vue de l'esprit et c'est pas magique. C'est un processus, c'est une démarche, ça englobe tant les aspects individuels que collectifs. Ça mène vers la reconnaissance d'un statut de citoyen et de citoyenne à part entière. Par la connaissance des droits, par l'aide et de l'accompagnement, par l'accès à de l'information, la personne elle peut faire des choix parmi plusieurs possibilités de façon libre. Elle peut acquérir des habiletés, elle peut renforcer son estime de soi, elle peut développer une vision critique et elle peut provoquer des changements dans sa propre vie et dans son environnement. C'est ça l'essence de l'appropriation du pouvoir. Je vais vous donner un exemple, un grand exemple d'une personne qui a entrepris une démarche d'appropriation de son pouvoir. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Madame Lise Brouard. Lise Brouard, elle vit en Montérégie. Madame Brouard, entre 2005 et 2006, elle a été à 7 reprises, elle a été soumise à un traitement inhumain et dégradant. Je vais vous expliquer c'était quoi. Elle se rendait à l'hôpital du Suroît, donc à Valleyfield, à l'époque, à l'urgence. Et là, tout à coup, on faisait le code 22-22. Arrivaient 6 personnes, 6 hommes. Il entourait Mme Brouard, il la déshabillait, il lui mettait une couche et il lui mettait une contention qu'on appelle l'Argentino. C'est comme une espèce de jumpsuit. Hein? Tu rentres là-dedans, ça fait tout le corps. Il a accouché en plein ventre sur une civière et il lui faisait une injection. Elle a vécu ça à 7 reprises. Elle n'était pas toute seule à avoir vécu ça, mais elle a vécu ça, donc, elle. Dès 2006, elle a déposé une plainte au protecteur du citoyen. Ça n'a pas marché. En 2007, elle envoie une mise en demeure au Suroît, exigeant une somme de 400 000 $ en dommages et intérêts. Ça n'a pas marché. En juin 2008, elle se porte co-requérante avec le collectif de défense des droits de la Montérégie, donc la droit de la région de la Montérégie. Et ensemble, ils ont déposé une requête pour l'autorisation d'exercer un recours collectif contre l'hôpital et différents personnages de l'hôpital, le directeur de la psychiatrie, etc. En 2009, il y a la Cour supérieure à qui avait été déposée la requête, a rejeté l'autorisation d'exercer un recours collectif. Il y a eu un changement d'avocat à ce moment-là. En 2011, ils sont revenus. Et là, la Cour d'appel, elle a autorisé le recours collectif. Après ça, les avocats de l'hôpital ont fait une demande à la Cour suprême pour être entendus, pour qu'il n'y ait pas de recours collectif. La Cour suprême, elle a refusé d'entendre la cause. Finalement, il y a eu une entente hors cour. Ça s'est réglé le 15 mai 2015. Et ça s'est réglé donc pour un montant de 600 000 $. Mais vous voyez, cette femme-là, elle a dit non, c'est pas vrai, je ne vais pas laisser ça lettre morte. Et je vous rappelle, elle avait fait une plainte à l'établissement et l'établissement n'avait pas retenu sa plainte. Parce que c'était une pratique organisationnelle. Le code 22-22, ça a roulé pendant des années dans cet hôpital-là. Là, je ne vous parle pas des années 50, je vous parle de 2008. Elle a gagné. Alors, vous voyez, quand il faut être persistant, envimeux, mais quand on l'est, quand on a du support, quand on a de l'aide, bien, il y a des fois que ça marche.
Alors voilà. Vous savez, quand on se retrouve avec un diagnostic psychiatrique, une des premières choses qu'on perd, c'est notre crédibilité. On perd aussi nos droits, puis on perd aussi notre place de citoyen. On se retrouve souvent vus comme des personnes de second ordre où un paquet d'intervenants, des amis, des membres de la famille, semblent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Vous savez, dans les équipes multidisciplinaires, la personne n'en fait pas partie de l'équipe multidisciplinaire. C'est bien sûr rempli de bonnes intentions, mais l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. On veut notre bien, puis on va l'avoir. Quand on pousse les portes d'un groupe d'entraide, c'est un monde de possibilités, de connaissances et d'informations qui s'offrent aux personnes. Souvent, après plusieurs années de silence, de honte, de stigmatisation, on a l'impression bien réelle qu'on n'a plus notre place nulle part. On redécouvre notre citoyenneté quand on fréquente le groupe. On apprend qu'on a des droits, on apprend aussi que ces droits-là ont été bafoués, puis on apprend aussi que notre colère est justifiée. La folie, ça a toujours fait peur à l'être humain. Parce que l'être humain, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas. Il y a une part de mystère dans la folie. Alors, pour se protéger de ces gens, il y avait une époque où on a construit des asiles. Les asiles, ils étaient loin. Ils étaient loin des villes. C'est les villes qui sont rapprochées. Mais ils étaient loin, ils étaient gros et ils étaient autosuffisants, les asiles, à une certaine époque. Et ça, à peu près partout dans le monde. On utilise, tu sais, comme disait André, il y a plein de monde qui savent qu'est-ce qui est bon pour une personne qui vit un problème de santé mentale. Pour leur bien. Hein? Fais ça, ça va aller mieux, c'est bon pour toi. Moi, je le sais ce qui est bon pour toi. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça, c'est, mine de rien, c'est une façon de contrôler. Même si ce n'est pas l'intention, mais juste le fait de le dire, c'est du contrôle sur l'autre. L'expérience des groupes terrain comme la droite, comme les groupes d'entraide, comme les groupes de promotion-vigilance, ça démontre qu'il y a une augmentation de ces pratiques de contrôle. Hein, si on parle de l'isolement et de la contention, il y en a qui pensent que ça ne se fait plus, mais attention, le système intelligent comme il a développé d'autres façons de faire. Et là, je parle du système. À l'intérieur de ce système, il y a des gens extraordinaires. Mais le système, il a développé d'autres façons de faire pour contrôler les gens de manière plus subtile. Juste un exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça, le plan de chaise. Vous dites quelque chose? Non? Alors, mettons quelqu'un qui est hospitalisé et que pour la surveiller, ben, on va l'asseoir sur une chaise toute la journée devant le poste des infirmières. La personne ne peut pas bouger. Ça, c'est une mesure de contrôle. Quand je ne suis pas libre de mes mouvements, je suis dans une mesure de contrôle. Donc, et ça augmente. Qu'on pense à la P38, hospitaliser quelqu'un contre sa volonté, qu'on pense aux autorisations judiciaires de soins ou les ordonnances de traitement que nous a parlé ce matin Carl. Effectivement, ça, ce qui est assez dramatique, c'est qu'il n'y a pas de recours. Quand la sentence tombe, la personne, elle est prise 2, 3, 4, 5 ans avec une ordonnance de traitement, puis elle n'a pas le contrôle là-dessus. C'est plutôt elle qui est contrôlée. Pourtant, ce sont tous des mesures d'exception. Pourquoi? Parce que toutes ces mesures contreviennent aux droits fondamentaux, à la liberté, à la dignité, ils contreviennent à ces droits-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est exception. Que ce sont des mesures d'exception, par exemple. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ces mesures d'exception commencent à devenir la règle. Et ça, c'est inquiétant. La comparaison que quelqu'un a faite par rapport à une ordonnance de traitement de 5 ans et une personne qui reçoit une sentence judiciaire de 5 ans, ben, au bout d'un sixième de sa peine, elle peut demander à être libérée. Quand je suis sous ordonnance de traitement, je ne peux pas demander d'être libéré au bout de tant de temps. Je fais tout mon temps. La maltraitance organisationnelle, ça aussi, je trouve qu'on en parle, mais peut-être pas assez. Donc, malheureusement, pour beaucoup de personnes, tant les personnes âgées, santé mentale, les jeunes aussi, qui se retrouvent des fois en centre jeunesse
Donc, il y a une maltraitance, il y a une violence institutionnelle qui existe et qu'on n'ose pas trop parler.